Bonjour Diandra. Bonjour. Alors vous avez un palmarès long comme le bras, je cite, double vainqueur du championnat de France, triple vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de l'Eurocoupe en 2016, mais aussi 3 fois vice-championne d'Europe en 2013, 2015 et 2017. On peut donc dire que vous avez une belle réputation dans l'Hexagone, mais aussi à l'international. Dans l'entretien face caméra, nous dressons le portrait de sportifs et de sportives en retraçant leur parcours à travers des souvenirs qui les ont marqués. Du coup, pour commencer, j'ai envie de vous demander quel est ce moment sportif qui s'est passé bien avant votre naissance, mais dont vous avez entendu parler et qui vous a particulièrement marqué. Alors j'ai choisi pour ce moment sportif marquant pour moi les JO de 68 à Mexico, quand Tommy Smith et Giancarlo ont levé le poing sur le podium. Pour moi, faire ce qu'ils ont fait à cette époque-là, c'était une vraie révolution. Et bien que ça se soit passé en 68, ce signe il perdure, il est dans les musées et ils ont montré exemple pour tout le monde, je pense, même pour même pour les plus jeunes générations. Comment est-ce que vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler puisque je m'intéresse beaucoup de base au mouvement afro-américain, à l'histoire des civil rights. Et c'est des moments qui ont marqué l'histoire. Et pouvez-vous nous dire en quoi ce point levé à Mexico dans le stade, en quoi ça vous a marqué? Je pense que même si on peut parler d'évolution, je pense que à ce moment-là, quand ils ont fait ça, en tant que sportifs qui étaient sur la scène internationale, pour le coup aux Jeux Olympiques, ils ont utilisé leur notoriété et leur visibilité. Et ils ont, à travers ce signe fort, ils ont représenté les minorités qui, elles, ont plus de mal à être vues. Et voilà pourquoi, pour moi, c'est fort de faire ce qu'ils ont fait. Et parce que voilà, je dis toujours que quand on a la possibilité, c'est important d'élever sa voix pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de le faire, et c'est clairement ce qu'ils ont fait ce jour-là. Pour vous, donc, les sportifs ont aussi un rôle qui dépasse le cadre du terrain ou de la piste dans ce cas-là? Pour moi, je pense que chacun est libre d'utiliser sa voix comme il l'entend. Ça reste des choix personnels. Maintenant, en ce qui me concerne, pour moi, c'est primordial de pouvoir parler, discuter des problèmes qu'on peut retrouver dans la société. Pour moi, c'est primordial de parler des problèmes des oppressés, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire. Et alors, il faut le faire, bien sûr, toujours avec beaucoup de calme, je pense, mais c'est important de le faire parce que nous, on a la chance d'avoir une voix en tant que sportif ou autre, et ces personnes qu'on représente, elles n'ont pas cette chance-là. Donc pour moi, je n'envisage pas les choses autrement. Alors voilà, ce point levé, c'était quand même en 1968 en signe de protestation. Depuis cette époque, est-ce que vous avez la sensation que les choses ont évolué dans le bon sens pour notamment la minorité noire aux États-Unis, mais aussi pour les Noirs dans le monde? Dire que ça a évolué, en fin de compte, oui et non, dans le sens où moi je pense qu'en 2018, il y a des choses qui se passent qui devraient plus se passer. Malheureusement, ça arrive. Moi, j'ai vécu aux États-Unis parce que j'ai étudié là-bas à l'université, et voilà, j'ai été surprise par plein de choses. Je me suis rendu compte que ce qui était relayé dans les médias, c'était la vérité, malheureusement, des fois. Et je pense, voilà, aux violences policières, que ce soit
aux États-Unis ou en France ou ailleurs dans le monde, je pense qu'on ne peut pas dire clairement que ça a évolué. Il y a eu une avancée, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas assez parce qu'on est confronté à des choses auxquelles on ne devrait pas être confronté en 2018, je pense. Alors, il y a un homme politique qui vous tient particulièrement à cœur et qui était aussi un petit peu dans ce combat, c'est Thomas Sankara. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît? Thomas Sankara, pour moi, c'est un modèle et vraiment, c'est le chef d'État africain. Alors, on me dira c'est pas le seul, mais pour moi, vraiment, si l'Afrique comptait que des chefs d'État avec le charisme de M. Sankara, ce serait vraiment, ça avancerait plus rapidement, je pense, parce que c'est quelqu'un qui, malgré la colonisation, il n'a pas eu peur de dire les choses. Il n'a pas eu peur de dire les choses. Il a voulu le bien de son pays et de l'Afrique en général. Et pour ça, voilà, il a utilisé sa voix en tant que chef d'État du Burkina Faso. Et il n'a pas eu peur, il a pareil les messages qu'il a véhiculés par rapport à l'émancipation des femmes. C'est quelqu'un, comme on dit, l'homme intègre, qui vraiment, ça lui a peut-être coûté la vie, mais il a toujours dit ce qu'il pensait, il a toujours défendu les intérêts de son peuple et pas forcément les siens. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment un modèle. Et voilà, je pense que malheureusement, l'homme n'est plus là, mais les pensées de l'homme perdurent et ça, on ne peut pas l'enlever. On va se rapprocher dans le temps. Quel est votre premier souvenir sportif marquant, celui qui vous a procuré votre première grande émotion sportive? Alors, j'ai pas un point précis, un match à vous donner, mais je dirais ouais, mes premières sélections avec l'équipe de France senior. Parce que voilà, j'ai commencé à jouer pour l'équipe de France quand j'avais 14 ans avec les équipes de France jeunes. Et c'est vrai que quand on y goûte étant plus jeune, eh ben, on n'a qu'une seule envie, c'est d'atteindre l'équipe de France senior. C'est pas un aboutissement, mais c'est, je dirais, c'est un objectif d'atteindre. Et moi vraiment, c'était mon objectif depuis très jeune. Donc une fois que voilà, c'est devenu officiel, que j'ai participé à ma première compétition avec l'équipe de France, et qui plus est, c'était en France en plus au championnat d'Europe en 2013. Pour moi, voilà, c'était que du bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand on est appelé pour la première fois en équipe de France, quand le téléphone sonne ou qu'on voit son nom dans la liste? Comment est-ce qu'on le vit? Ben, de la joie forcément, de la joie, du stress. Non, mais je pense que le sentiment qui domine, c'est quand même la joie. Parce que voilà, même si c'est un objectif, même si on travaille pour ça, on ne se rend pas vraiment compte que ça y est, que c'est fait, et je pense qu'on ne s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on foule le parquet. Donc voilà, ça a été beaucoup de frissons pour moi quand j'ai foulé le parquet pour la première fois avec l'équipe de France. Et on appelle qui en premier dans ces moments-là, quand on sait qu'on est sélectionné? Mes parents. Mes parents, parce que voilà, c'est à eux que je dois cette réussite, entre guillemets, le fait d'être arrivé en équipe de France. Depuis que j'ai 8 ans, c'est eux qui m'ont accompagné à droite à gauche pour pouvoir participer aux différentes sélections. C'est eux qui m'ont encouragé quand ça allait pas, quand j'étais dans des moments de doute. C'est vraiment eux qui m'ont rendu la personne que je suis par l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et donc voilà, mes parents, parce que je savais que pour eux ça allait être une fierté. Donc j'étais super contente de pouvoir leur annoncer. Et puis ensuite, voilà, les proches, notamment les coachs que j'ai pu rencontrer tout au long de ma formation, parce que voilà, tous à un moment donné, ben, ils ont aussi permis à ce que j'arrive à ce niveau-là, qui est celui de l'équipe de France senior. Alors vous parlez de fierté, mais tout à l'heure aussi vous parlez de stress. C'est le stress de quoi? De mal faire par la suite, de décevoir?
Je dirais le stress dans le sens où voilà, t'es une petite jeune. Moi, mon premier stage en équipe de France, j'avais 16 ans, j'avais même pas encore mon bac, j'étais encore à l'INSEP. Et quand je parle de stress, c'est voilà, tu es toute jeune et puis tu rentres dans la cour des grandes. Tu vas être confronté à des filles que jusqu'à présent tu voyais qu'à la télé, des filles voilà, qui peuvent être des modèles aussi pour toi. Donc de te dire que ah ça y est, maintenant tu es de l'autre côté, et ben, sur le moment ça peut amener un peu de stress. Après, comme j'ai dit, c'est de la pression positive. Donc, en 2012, vous commencez à être autour du groupe France, mais vous n'êtes pas retenu pour les JO de 2012. À ce moment-là, comment est-ce que vous le vivez? Je l'ai vécu, je dirais plutôt bien dans la mesure où j'avais jamais fait de compétition avec l'équipe de France. Il y a une équipe qui était en place et puis qui n'était pas censée changer. Donc pour moi, c'était vraiment une prise de contact, on va dire, plutôt que un moment où je devais être dans l'équipe et puis ça s'est pas fait et puis je suis déçue. Non, forcément j'aurais bien aimé participer à ces JO, mais c'est vrai que le contexte a fait que c'était la suite logique des choses pour cet été-là en tout cas. Ensuite, vous intégrez le groupe France, vous êtes notamment vice-championne d'Europe à 2 reprises, 2015 et 2016. Ça a été ouais, 2013, 2015 et dernièrement 2017. 2017. Mais bon, avant ça, quand même, il y a les JO 2016. Normalement, vous auriez dû prendre part, mais finalement, une blessure vous en empêche. Ouais, je me suis blessée avec mon club de Bourges juste avant la compétition, ouais, 6 mois avant la compétition. Rupture des ligaments croisés, une blessure que j'avais déjà connue par le passé. Donc je me suis fait ça à l'autre genou et en général pour cette blessure-là, il faut compter 6 à 9 mois de rééducation après l'opération. Donc pour moi, voilà, ça a été une déception dans le sens où voilà, c'est le rêve de tout athlète de participer à des JO. Et en plus avec l'équipe de France, on a la chance d'avoir un groupe compétitif. Les JO d'avant, les filles avaient ramené une médaille d'argent, donc on va pas juste disputer des JO, on va au JO pour faire un résultat. Donc une déception sur le coup. Après voilà, je suis quelqu'un de très croyante. Pour moi c'est Dieu qui fait les choses. Donc si j'étais pas à Rio, c'est que je devais pas y être. Et voilà, j'ai quand même de belles choses qui se sont passées dans ma carrière et de belles choses qui vont se passer encore. Donc voilà, je regarde de l'avant. À ce moment-là, vous ne dites pas que c'est le sort qui s'acharne? Non, pas vraiment, parce que comme je vous ai dit, je suis très croyante. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien ou de moins bien, et ben la première personne que je veux remercier, c'est Dieu. Quand c'est quelque chose de négatif, parce que c'est comme ça que ça sonne au départ, et ben je vais mettre ça entre les mains de Dieu. Donc non, franchement, moi c'est pas mon style de m'apitoyer sur mon sort, de me lamenter, d'être négative. C'est pas du tout mon style parce que je suis dans un milieu sportif où tout va très vite. Et en général, quand il se passe quelque chose, il faut rebondir le plus vite possible parce que ça va super vite. Et voilà, j'ai été habituée à ça depuis très jeune et c'est ma façon de fonctionner. Mais bon, depuis cette déception, vous avez été à 3 reprises vice-championne d'Europe. Comment est-ce qu'on vit un titre, même si ce n'est que de vice-championne? Alors, vice-championne d'Europe, ça reste une médaille. Il y a des gens qui me disent, des fois on parle à d'autres nations, on est déçus après la finale. Et puis elles nous disent, ah mais vous vous rendez pas compte, on n'a jamais fait une finale de notre vie et tout ça. Donc ouais, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Même si c'est vrai que nous, en tant que sportive et compétitrice, on veut l'or. Et voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à être pesant de buter sur cette médaille d'or à chaque fois. Mais voilà, on continue à travailler, on a conscience que si on fait je pense qu'on est la seule équipe à faire trois finales d'affilée, c'est que voilà, c'est qu'on travaille dans le bon sens. Maintenant, il faut trouver ce petit truc qui va nous faire passer cette marche et qui va nous faire gagner un titre. Parce que voilà, je pense que les trois médailles d'argent
d'affilée, il y a plusieurs façons de le voir. Et si on veut rester positive, il faut se dire que voilà, on travaille dans le bon sens. Maintenant, il faut aller chercher ce petit plus qui va nous emmener là où on veut aller. Et d'après vous, qu'est-ce qui manque à l'équipe de France? Je pense pas qu'il manque grand-chose. Il faut qu'on continue à travailler ensemble, je pense qu'on n'est pas loin. Les résultats le montrent. Ce qui nous manque, voilà, c'est de continuer à travailler ensemble et voilà, trouver ce petit plus qui va nous faire basculer au niveau au-dessus lorsqu'on arrive dans une finale. Mais voilà, je pense qu'on a le niveau pour être championne d'Europe. Maintenant, à nous de passer ce step. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Maintenant, parlez-nous de cet événement sportif auquel vous êtes associée en tant qu'actrice et qui se déroule en Seine-Saint-Denis. Alors, donc moi je suis originaire de la ville de La Courneuve. C'est là-bas que j'ai grandi, que j'ai commencé à jouer au basket. Et pour moi c'était important en fait de donner, même si ça ne sera jamais assez, de redonner à la ville ce qu'elle a pu me donner quand j'étais plus jeune. Et je me suis posé un jour et je me suis posé la question de quoi tu manquais quand tu étais à la place de ces jeunes-là qui sont au club. Et c'est vrai qu'on est à La Courneuve dans des quartiers qui peuvent être difficiles, qui peuvent amener beaucoup d'influence autour. Et moi je me souviens que voilà, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège à La Courneuve, et voilà, je pensais basket et copains, copines. Et l'école, ça m'intéressait pas à ce moment-là. Et finalement, au fil du temps, je suis arrivée en sport-études, j'ai fait l'INSEP, je suis partie à l'université, et j'ai appris à adorer l'école. Et je me suis dit comment je vais faire pour que ces jeunes de La Courneuve, qui auront peut-être pas tous la chance de devenir professionnels, comment je vais faire pour leur faire comprendre que l'école c'est important et c'est intéressant surtout. Et du coup, je me suis dit, quand il faut aménager le temps pour eux parce qu'ils le feront pas eux-mêmes, à cet âge-là on ne pense pas à tout ça. Et du coup j'ai créé une association qui s'appelle Study Hall et qui va permettre aux jeunes licenciés sportifs de la ville d'avoir un aménagement avec lequel ils finiront les cours. Et entre un cours et un entraînement, au lieu de traîner, ils seront en train de faire leurs devoirs. Ça va être proposé aux élèves en difficulté, mais à ceux qui veulent aussi travailler plus, tout simplement. Et donc voilà, c'est en train de se mettre en place. On a commencé depuis quelques semaines. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment prendre forme. Et à côté de ça, je fais tous les ans, donc je l'ai fait une fois et ça va se passer encore à la fin de cette année. Je fais une journée qui s'appelle Take Your Shot, donc saisis ta chance. Saisis ta chance en fait, on a fait le parallèle avec shoot du basket, mais saisis ta chance qui est une journée qui est coupée en deux et le matin c'est des activités sportives, notamment des ateliers de basket. Et l'après-midi, c'est un moment un peu plus... non, même pas plus long, pareil, c'est un moment d'échange où il y a des intervenantes qui viennent discuter avec nos jeunes. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir Gladys Epang, du taekwondo et Rokhaya Diallo, donc voilà, qui sont des modèles et pour le coup qui sont issus aussi de La Courneuve. Donc c'était assez simple, enfin simple, je sais pas, mais pour les enfants, c'était facile de s'identifier à elles parce qu'on a tous commencé comme eux en fait à La Courneuve. Et comment ils réagissent les enfants justement quand ils voient arriver John Ratchachouang, Rokhaya Diallo et tous ces sportifs qu'ils voient à la télé d'habitude? Ils sont, je dirais qu'ils sont un petit peu, ça arrive qu'ils soient intimidés. Et du coup, c'est pour ça que sur des manifestations comme celle-ci, on aime bien qu'ils préparent les questions à l'avance pour que voilà, ça soit le plus productif possible. Mais non, voilà, nous le but vraiment, c'est justement qu'ils ne soient pas intimidés. En fait, c'est qu'ils se disent, il y a 15 ans en arrière, elle était à ma place. Et aujourd'hui, voilà, elle est journaliste. Aujourd'hui, elle va à l'ONU faire des conférences. Aujourd'hui, elle est championne du monde 3 fois. Elle est en équipe de France de basket. Et en fait, nous, le but, c'est pas qu'ils soient intimidés, c'est vraiment qu'ils se disent, si elles ont pu le faire, nous aussi on peut le faire.
et c'était une coïncidence en fin de compte qu'on soit toutes les trois issues de la Courneuve, mais c'est super parce que c'est encore plus facile pour eux de se dire, au départ elles ont eu les mêmes chances que nous, pas plus pas moins, et au final elles ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc c'est vers ça qu'on essaie de les guider, de les encourager, et on a envie que vraiment ils sentent que c'est possible. Pour vous, c'était un juste retour des choses de donner à la Seine-Saint-Denis ce qu'elle vous a apporté? Ouais, pour moi c'est la base, dans la mesure où, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'endroits, beaucoup de contextes qui font que si j'avais manqué ça, ou cette personne, ou ce contexte, ou ce lieu, et ben j'aurais pas pu réaliser mon rêve d'être basketteuse professionnelle. Et pour moi, il faut les jeunes j'en ai été témoin, hein, vu que je suis issue de la Courneuve, les jeunes ne sont pas forcément aidés dans ces quartiers-là. J'irais même plus loin en disant que pour moi, je pense que c'est plus dur pour eux à la base, quand on voit le nombre d'élèves qu'il y a dans les classes comparé à d'autres territoires en France, quand on voit proportionnellement le nombre d'infrastructures sportives qu'il y a, quand on sait que c'est un des départements, la Seine-Saint-Denis, avec le plus de licenciés sportifs. Quand on voit tout ça, on se dit qu'ils partent de plus loin, et c'est à nous, acteurs en fin de compte, acteurs de la ville, d'apporter à ces jeunes ce qui peut leur manquer par rapport à d'autres jeunes ailleurs en France. Avant de finir, Diandra, impossible de passer à côté de votre actualité. Vous avez remporté un doublé historique, Coupe Championnat avec Bourges, et dans la foulée, là vous allez rejoindre Montpellier. Pourquoi? Alors, j'ai passé 5 ans à Bourges, 5 très belles années, avec beaucoup de trophées. En fait, là, je suis arrivée à un point où j'avais envie d'un autre challenge. Alors, on m'a dit, ah, tu vas à Montpellier, tu quittes Bourges, c'est la pré-retraite. Non, c'est pas la pré-retraite. J'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans. Je suis loin de la pré-retraite. Mais voilà, à Montpellier, je pense qu'il y a un challenge intéressant, une belle équipe qui se construit sur le papier. Après, comme je l'ai dit, il va falloir le montrer sur le terrain que cette équipe elle est belle. Mais voilà, je retrouve des joueuses qui, avant d'être des coéquipières, sont des amies. Et les objectifs du club sont élevés. Donc voilà, j'ai passé 5 super années à Bourges, mais j'avais envie de voir autre chose avec Montpellier. C'était pourquoi? C'est sortir de votre zone de confort? Ouais, sortir de ma zone de confort, puis surtout, ouais, je dirais voir autre chose. Je saurais pas trop comment l'expliquer en détail, mais ouais, de voir autre chose, aussi bien d'un point de vue basket que de la vie. En fin de compte, j'ai envie de découvrir autre chose. Alors, au moment de votre présentation à Montpellier, on vous voit avec le maillot numéro 93. C'est un clin d'œil à la Seine-Saint-Denis encore? Ouais, c'est un clin d'œil à la Seine-Saint-Denis, bien sûr. Je mentirais si je dis que c'est autre chose. C'est la Seine-Saint-Denis. C'est vrai que moi, je suis très attachée à mes origines. Donc, pour mon lieu de naissance, c'est l'endroit où j'ai grandi, l'endroit où il y a tous mes proches. Et ben, effectivement, c'est la Seine-Saint-Denis. Je suis très attachée aussi à mon pays d'origine, qui est le Cameroun. Mes parents sont originaires du Cameroun. J'ai beaucoup de familles au Cameroun. Je vais au Cameroun dès que je peux. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à la Seine-Saint-Denis pour le coup, parce que je suis quelqu'un qui est attaché et très fier de mes origines. Le Cameroun, justement, vous dites que vous y allez souvent. Est-ce que peut-être à l'avenir, comme vous l'avez fait avec votre association, vous comptez mettre un projet, une passerelle entre la France et le Cameroun, ou c'est pas encore Bien sûr, c'est des choses auxquelles je pense, dans le sens où effectivement au Cameroun, pour y avoir été, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, et on ne parle pas du même besoin, bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Maintenant, c'est effectivement plus compliqué parce que je ne suis pas sur place tout au long de l'année. Mais voilà, j'essaye déjà
de faire ce qui est en mon possible pour aider aussi la population. Chaque année, je mets en place une collecte où je récupère une cinquantaine de paires de chaussures, des vêtements, des fournitures scolaires. Et puis moi, l'été, dès que je vais au Cameroun, ou bien que mon père qui va plus souvent y va, et ben, on s'arrange à vraiment distribuer le matériel dans les orphelinats, dans les écoles. Parce que voilà, on se rend compte du besoin qu'il y a là-bas, et voilà, j'aimerais bien faire quelque chose de structuré aussi là-bas. C'est en projet aussi. Alors pour revenir sur le parquet, prochainement vous allez rejoindre à nouveau les stages de l'équipe de France. Quels sont les objectifs en bleu? Alors en bleu, c'est simple, c'est pas simple, mais l'équipe de France à un niveau depuis 2009 où les objectifs sont toujours élevés. Donc pour ce championnat du monde, l'objectif ce sera d'aller bien sûr le plus haut possible, le plus loin possible. On est avec la France, si je dis pas de bêtises, la 3e nation mondiale. Donc effectivement les objectifs ne peuvent qu'être élevés. Mais comme d'habitude, ça va commencer avec la préparation qui commencera cet été. Et on prendra les matchs les uns après les autres pour atteindre ces objectifs élevés. Et en club alors avec Montpellier, ce sera quoi? Avec Montpellier, les objectifs officiellement annoncés par le club, c'est la finale de championnat de France et la finale de la Coupe de France avec une qualification en quart de finale de l'Eurocoupe. Donc c'est les objectifs annoncés par le club. Maintenant, effectivement, nous on est des compétitrices. Comme je disais tout à l'heure, une finale, ça nous rassasie pas. Donc voilà, on aura envie de gagner tout simplement. Et bien sûr aussi, il faudrait être au top cette fois-ci pour les JO de 2020. Il faudrait être au top, ouais, préparer avant 2020. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a le championnat du monde cet été, il y a le championnat d'Europe cet été. Aujourd'hui, à part le Japon qui est pays hôte, on connaît aucun qualifié pour les JO de 2020. Donc pour dire à quel point la route est encore longue. Mais voilà, c'est des JO, ça se prépare cet été parce que c'est une compétition mondiale où c'est des adversaires qui seront potentiellement aussi aux JO. Ça se prépare l'année prochaine au championnat d'Europe parce que c'est le championnat d'Europe qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2020. Donc voilà, on est encore loin des JO. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite quand même de remporter encore des titres parce qu'on sent que ça vous tient à cœur. Bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille. Merci beaucoup, Diandra, pour cet entretien. Merci à vous.